Il est 20 h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 17 novembre. À la une ce soir, la rencontre du nouvel ambassadeur Philippe Mangou et des Ivoiriens d'Allemagne. Une rencontre placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion entre les Ivoiriens. À suivre dans ce 20 h, l'hommage de la Côte d'Ivoire à Lambert Amontano en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Lambert Amontano a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Et à l'Assemblée nationale, 3 projets de loi adoptés en commission. Il s'agit notamment des projets portant sur le budget de l'État et de l'ordonnance autorisant un régime fiscal et douanier pour le développement d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito. Enfin, en Algérie, la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre est lancée en catimini. En lice, 5 candidats proches de l'ancien chef d'État Abdelaziz Bouteflika. Bienvenue dans votre 20 h. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour une mission à Berlin et à Paris. À Berlin, le chef de l'État prendra part les 19 et 20 novembre à la 2e édition de la conférence du G20. L'objectif est de promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans les infrastructures. En marge de cette conférence, le président Alassane Ouattara prendra part à une réception offerte par le président allemand. Il aura également des entretiens avec la grande chancelière allemande et plusieurs de ses homologues. Le chef de l'État se rendra ensuite à Paris, en France, où il aura un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron. Mais en attendant, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, a rencontré les Ivoiriens résidant en Allemagne. Une prise de contact placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion entre les Ivoiriens. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, arrivé le 23 octobre à Berlin, entend initier une série de rencontres avec la diaspora ivoirienne. Pour préparer ces réunions de prise de contact, Philippe Mangou a échangé avec les responsables d'associations venues de toutes les régions d'Allemagne. Des associations regroupées au sein de la FERA, Fédération des associations d'Ivoiriens résidant en Allemagne. La communauté ivoirienne, par la voix du président de la FERA, vous exprime un chaleureux Akwaba, comme dirait l'allemand, Willkommen in Deutschland. Cette fédération, elle a pour objectif de rassembler, de négocier, de proposer les préoccupations des Ivoiriens résidant en Allemagne. Une rencontre donc de prise de contact pour échanger les nouvelles et faire connaissance. Je suis militaire de formation. J'ai terminé chef d'état-major des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Pendant la crise ivoirienne, j'étais celui qui a commandé le théâtre des opérations. Et qu'à l'issue de cette crise, Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, m'a fait ce grand honneur de me permettre de vivre ma toute première expérience en diplomatie. À l'issue de 7 années passées au Gabon, Son Excellence le Président de la République m'a encore fait l'honneur de me permettre de vivre une autre expérience, celle-ci européenne, en m'affectant ici en Allemagne. Le premier volet de ma mission, c'est de travailler au renforcement des relations qui unissent si bien la Côte d'Ivoire en Allemagne. Le deuxième point, de protéger tous nos compatriotes vivant en Allemagne, en un mot, d'être avec vous. L'occasion aussi pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne d'appeler à la réconciliation et à l'union des Ivoiriens. Je n'étais pas obligé de vous dire que j'ai commandé le théâtre des opérations, mais j'ai bien voulu en parler parce que nous avons vu des choses qui n'étaient pas bonnes pendant la crise. Nous-mêmes, qui sommes militaires de formation, nous ne sommes plus prêts à mener une quelconque crise, à mener une quelconque guerre. C'est pour cela, me retrouvant avec vous, les tout premiers mots à votre égard,
c'est de vous demander d'être unis. C'est de vous demander de taire vos querelles. C'est de vous demander d'être réconciliés. L'ambassadeur Philippe Mangou a par ailleurs informé les responsables d'associations de l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Berlin. Dès lundi, notre président, le président Alassane Ouattara, sera donc parmi nous. Et cela dans le cadre du G20. Ne perdez pas un seul instant de vue l'œuvre immense qu'il a pour la Côte d'Ivoire. C'est notre président. Nous serons à l'accueil et nous voudrions vous inviter à venir avec nous accueillir le président de la République. Prochaine étape des rencontres de l'ambassadeur Philippe Mangou avec les Ivoiriens d'Allemagne, Hambourg, et ce sera le 24 novembre 2019. La Côte d'Ivoire rend hommage à Lambert Amontano pour tout le travail abattu pour le développement du pays. Cérémonie en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Lambert Amontano a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration ivoirienne et il a été décoré plusieurs fois par l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage d'Éric Goré. Lambert Amontano, premier syndicaliste de l'UGTCI, Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Ministre, ambassadeur, il était l'un des fidèles compagnons de Félix Houphouët-Boigny, l'homme qui comptait les dents des élèves avant leur inscription au CP1 en tant que ministre de l'Éducation nationale, a aujourd'hui 93 ans. Cette illustre personnalité a la chance d'être célébrée de son vivant. Je suis heureux, le plus heureux des hommes. C'est mon anniversaire et on me rend hommage en même temps. Merci encore une fois. Merci. Ses mérites sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, d'où la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan à cette cérémonie. Daniel Kablan-Duncan a assisté en personne à toutes les étapes de cet hommage. D'abord à la conférence publique pour parler de l'homme, ensuite à l'exposition de son pressbook et enfin au dîner gala qui a eu lieu dans la soirée. Lambert Amontano a également eu le soutien des fils du Sud Comoé, une fierté pour les ressortissants de cette région. Nul n'est prophète chez soi, mais nous pouvons crier haut et fort que notre père, notre Amontano, a été quelqu'un qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais également pour son village Eboué. En plus des ressortissants du Sud Comoé, c'est tout l'État de Côte d'Ivoire qui est aux côtés de cette figure emblématique. Et tous ceux qui sont passés sur la tribune ont évoqué la modestie légendaire du ministre Amontano Lambert. Et la marque des grands hommes, c'est la modestie, c'est l'humilité. Et je dois dire que pour moi, c'est tout un enseignement par rapport à cette légende vivante. J'aime bien la formule de ce journaliste qui a dit qu'il ne faut pas célébrer à titre posthume, mais il faut célébrer à titre costume. Et il est bon que sa vie soit connue pour que les générations actuelles et futures le prennent comme un exemple. Que tout ce qui a été fait au cours de ces cérémonies d'hommage, ces grandes conférences, puisse être porté à l'attention de nos étudiants, de nos élèves à travers l'université virtuelle. Pour Daniel Kablan-Duncan, Lambert Amontano a marqué son époque. Il est important de montrer les femmes et les hommes modèles aux générations actuelles et futures, en particulier lorsqu'ils ont eu une vie très riche, comme c'est le cas du ministre Lambert Amontano, qui s'est distingué par une carrière politique, gouvernementale, syndicale, administrative et diplomatique dense et, je dirais, exceptionnelle. Lambert Amontano est le géniteur du ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, ami de longue date du président Alassane Ouattara. Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale de Chine au Sénat avait pour objectif d'intensifier la diplomatie parlementaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous dit Gabriel Zani. En visite de travail et d'amitié à Abidjan, une délégation de parlementaires conduite par Hu Weiwei, le vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, a rencontré le Sénat.
La visite témoigne de la détermination à rendre plus actives les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Séance de travail présidée par Emilienne Bobiassa, vice-présidente du Sénat, signature de livre d'or, ont marqué les échanges entre les délégations, signe de consolidation des relations interparlementaires. La Chine et la Côte d'Ivoire voudraient bien associer l'initiative et la stratégie de développement ivoirienne. Et la Chine voudrait travailler main dans la main, travailler ensemble main dans la main avec la Côte d'Ivoire pour la consolidation de la comité de destin Chine-Afrique. Objectif et souhait partagés, le secrétaire général du Sénat consent à cette coopération, d'autant plus que les performances économiques de la Côte d'Ivoire connaissent une croissance de 8% et l'attractivité pour les affaires est bonne. La Chine est un État qui compte dans le concert des nations. C'est une grande nation orientée vers le souci du développement des pays africains comme le nôtre. Et la jeune institution qu'est le Sénat est nécessairement demanderesse d'une coopération hardie entre nos deux institutions. Tout en saluant la coopération efficace et fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la délégation chinoise a offert au Sénat des fournitures de bureaux d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale de Chine appelle de tous ses voeux le renforcement de la coopération entre les deux pays, coopération qui pourrait se caractériser par le partage d'expériences en matière de gouvernance, d'échanges économiques et commerciaux. Après le Sénat, l'Assemblée nationale maintenant, où le ministre du Budget et du portefeuille de l'État était face aux députés, 3 projets de loi au centre des débats. Ces projets ont été finalement adoptés en commission. La suite avec Mahama Traoré. 73 milliards de dépenses fiscales consenties. C'est la conséquence du régime fiscal et douanier que l'État entend accorder à l'avenantiste de la réalisation de la phase 4 de la centrale thermique au gaz naturel d'Azito. Le projet de loi d'ordonnance pris en ce sens a été validé ce jeudi par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Selon le ministre du Budget, cette mesure vise à doter cette centrale de 253 MW supplémentaires afin de répondre aux besoins croissants en énergie électrique du pays. Autre projet de loi d'ordonnance adopté après débat, celui instituant des mesures incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation agricole. Ces mesures concernent des octrois de crédits d'impôt et d'exonération de droits de douane en faveur des transformateurs d'anacarde sur une durée de 5 ans. La meilleure façon en fait de garantir une rémunération optimale, décente aux travailleurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de valeur à son produit. Et ça passe notamment par la transformation. Tant que nous continuerons d'exposer des produits bruts, on aura en fin de course des rémunérations qui sont relativement faibles et qui ne permettront pas de distribuer suffisamment de ressources aux producteurs. Moussa Sanogo et les parlementaires ont également débattu sur le projet de loi de règlement du budget de l'État pour la gestion 2018, un exercice approuvé dans l'ensemble par la Cour des comptes, malgré un déficit budgétaire de 103 milliards de francs CFA. Il faut simplement retenir qu'on a des finances publiques qui sont bien gérées, ce n'est pas nouveau, et qu'on a une déclaration de conformité de la Cour des comptes qui atteste de la régularité de nos comptes. Bien sûr, il y a quelques recommandations, mais il y a quelquefois quelques incompréhensions de la part du public sur le thème du déficit budgétaire. Donc ça laisse penser à des choses extrêmement graves. Non, ce sont simplement des questions de comptabilisation qui se résolvent au cours du temps. Rendez-vous est pris entre le ministre du Budget et les membres de la Commission des affaires économiques et financières pour mardi prochain, cette fois pour la présentation du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2019, budget estimé à 8 061 milliards de francs CFA. Cap sur les États-Unis où la première édition du Forum sur le développement des affaires vient de se tenir à Philadelphie. La Côte d'Ivoire était l'invité spécial de cette première édition. La délégation ivoirienne a présenté aux hommes d'affaires américains les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On fait encore le point avec Mahama Traoré.
Emmanuel Esmelissis a eu 2 jours pour vendre la destination Côte d'Ivoire à la centaine d'hommes d'affaires américains présents à ce premier forum Prosper Africa. Les arguments avancés, la bonne santé de l'économie ivoirienne et un climat des affaires attrayant. La Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, un marché de plus de 320 millions d'habitants à l'échelle de la CEDEAO et 120 millions d'habitants au niveau de l'UEMOA. Elle contribue à elle seule à 40% du PIB de la zone UEMOA et abrite une proportion équivalente de tout le tissu industriel du dit espace. L'ambassadeur Inza Kamara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, invite les PME ivoiriennes à améliorer leur compétitivité. Nos PME se doivent d'adopter une ligne de conduite exemplaire et conforme à un écosystème favorable aux investissements. Cette conformité inclut l'obtention des licences et certifications adéquates, une base de données suffisamment complète pour informer sur l'état de santé de l'entreprise en question. Le Forum Prosper Africa est une initiative du gouvernement américain visant à développer le commerce et l'investissement entre les États-Unis et les pays africains. Ici, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. L'entretien a porté sur le programme national de stage et d'apprentissage des jeunes. Extrait. C'est un programme qui vise à donner des opportunités de stage à des jeunes diplômés ou à des jeunes qui sont en instance donc, de validation de leur diplôme et ou qui s'adresse aussi à des jeunes qui ont un intérêt à se mettre en apprentissage, c'est-à-dire ces jeunes déscolarisés qui ont besoin donc d'une opportunité donc, de formation et d'apprentissage afin donc de réintégrer le tissu économique. Et à ce niveau, vous avez pour les stages 2 éléments essentiels. Vous avez les stages de validation des diplômes qui s'adressent essentiellement à des jeunes diplômés. Vous savez que notre pays a énormément donc de besoins dans ce domaine. Vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui sont dans cette situation, qui ont le BTS admissible, mais qui attendent 1 an, voire 2 ans avant de pouvoir valider leur diplôme. Cette question est résolue par le programme national des stages à travers la validation des diplômes sur 3 mois. Et ces jeunes reçoivent 15 000 francs CFA par mois. Ensuite, vous avez tous ces jeunes qui ont un problème d'employabilité. Ils ont ils ont soutenu, ils ont leur diplôme. Lorsqu'ils cherchent des emplois au sein des entreprises, on leur oppose le manque d'expérience professionnelle. Mais comment peuvent-ils avoir une expérience professionnelle s'ils n'ont jamais travaillé? Nous avons relancé le programme, le PAE, le programme d'aide à l'embauche, qui avait été initié par le président Ouattara en 1992 et qui revient donc dans une forme améliorée et qui permet à des jeunes d'être placés en entreprise ou au sein de l'administration publique pendant 1 année en situation de travail. En contrepartie, ils ont un pécule de 45 000 francs CFA par mois versé par le gouvernement ivoirien, avec une moyenne de 20 000 francs CFA versés par l'entreprise ou la structure qui les accueille, ce qui les ramène au niveau donc, du SMIC. Au bout d'1 an, ces jeunes ont une première année d'expérience professionnelle. Soit l'entreprise les garde, ou bien, si ces jeunes doivent chercher de l'emploi ailleurs, ils pourraient justifier d'1 année d'expérience professionnelle. Et je peux vous dire que ce programme qui a commencé il y a quelques années, donc déjà sur financement de la Banque mondiale à travers le PGDEC, tous les jeunes qui ont été mis en situation donc, de pré-emploi dans le cadre de ce programme de stage, 67% de ces jeunes ont été gardés par les entreprises qui les ont accueillis. Voilà le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, invité du Dimanche Magazine. Dans une dizaine de jours, le président Alassane Ouattara sera dans le Hambol. La région bénéficie pleinement du programme social du gouvernement. Côté électrification, elle est parmi les mieux servies. Aujourd'hui, la région est électrifiée à 94%. Soro Corona de RTI Boaké. Foro, l'un des derniers villages de la commune de Katiula à être connecté au réseau électrique national en cette année 2019. Une action du gouvernement qui limite ainsi des drames dans ce village peuplé de plus de 3000 âmes. La nuit même, on ne pouvait pas se promener. Puis, il y avait les morsures de serpents. Nous avions eu 2 cas de décès par manque d'électricité. Kationo, village de la sous-préfecture de Frouna, est électrifié depuis les années 1980. Les poteaux en bois cèdent sous le poids de l'âge. Ces poteaux sont donc remplacés par des poteaux en béton. D'où la joie des populations. Les poteaux en bois, ça tombe. Ça tombe et puis ça peut tomber sur quelqu'un. Maintenant, si c'est poteaux en béton là, en tout cas, moi je crois que c'est très propre. De 12% des villages électrifiés avant 2011,
La région du Hambol bénéficie aujourd'hui d'une couverture de 94% en électricité. À partir de 2011, il y a eu un projet d'électrification au plan national. Et Frona a bénéficié de ces projets-là. Il n'y a qu'un seul village rattaché à la commune qui n'est pas électrifié encore. Dans la commune de Katualani, nous sommes presque à 30% d'électrification dans les villages. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nous sommes presque à 100%. Tous les villages de la commune sont électrifiés. Les campements où il n'y a pas d'électricité, il y a des poteaux solaires. Il y avait 38 villages électrifiés sur 301 villages. Donc aujourd'hui, le Hambol, c'est 283 localités électrifiées et ou en programme. De sorte qu'il reste 18 localités qui seront électrifiées entre 2020 et 2025. Cet outil de développement est aujourd'hui un atout économique pour les populations de la région du Hambol. Avec l'électrification de notre village, nous les femmes, nous poussons un ouf de soulagement. On se lève tôt pour balayer la cour. On a du poisson frais sur place et un moulin à notre disposition. En 9 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara, la région du Hambol a fait un bond quantitatif en matière d'électrification villageoise. Cette visite d'État dans la région du Hambol sera l'occasion pour le chef d'État d'annoncer d'autres projets pour le développement de cette localité. Et dans le Tchologo, des infrastructures à hauteur de 356 millions de francs CFA inaugurées. 356 millions de francs CFA investis dans l'éducation, la santé, l'électrification et l'adduction en eau potable. Ces infrastructures ont été inaugurées par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Reportage Kader Sogodogo. Koutiene Dougou, village de la sous-préfecture de Fekese-Dougou, accueille des grands jours pour le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Ce village inaugure son dispensaire, sa maternité et 2 logements pour l'infirmier et la sage-femme, et a désormais accès à l'eau potable. Des investissements du conseil régional du Tchologo, soutenus par la ministre Maya Toukone dans le cadre du Fonds national de solidarité avec le forage hydraulique à motricité solaire. À moins de 5 km de là, Pissanka, ici, une école de 3 classes, 6 logements d'enseignants, des latrines et la cerise sur le gâteau, la mise sous tension électrique du village. Un jour nouveau se lève pour ces villages. Désormais, nos enfants n'auront plus à parcourir de longues distances pour acquérir le savoir. Désormais, nous pourrons aisément disposer d'eau potable. Le besoin était réel pour une population d'environ 9000 âmes qui vivent ici sans centre de santé et qu'il fallait toujours se déplacer sans véhicule. Très difficile d'avoir un véhicule. Alassane Ouattara, c'est super. Pour Pissanka, pour Pissanka. Un forage à Koutiene Dougou, des latrines à Pissanka. La ministre Maria Toukone apporte ainsi la solidarité de la République à ces 2 villages. Si vous regardez bien, c'est cette eau-là qui sert à l'école, qui sert aux latrines qu'elle vient également de fournir avec un investissement de 9 100 000 francs CFA et qui sert également à l'école à côté, également aux encadreurs. Pour le ministre des Affaires présidentielles et président du conseil régional du Tchologo, la culture de la paix apporte inévitablement le développement. Bien entendu, chers parents, tout ceci n'est possible que dans un climat de paix, de sérénité, de cohésion et d'entente. On n'a pas besoin de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Essayons de faire en sorte de pouvoir donc nous retrouver pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bien-être de nos parents. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste n'est que verbiage creux. Au total, ces infrastructures ont coûté 356 millions de francs CFA. À Pissanka, l'ONG Oxygène a fait parler son cœur en offrant des kits scolaires composés de tenues, livres, cahiers, etc. On revient dans ce 20h sur le Maoulid 2019, surtout la cérémonie de clôture dans le district du Denguélé. Pendant 4 jours, cadres et guides religieux ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Issaïo. Grande mosquée d'Odiéné, dernier jour de la célébration du Maoulid dans le district du Denguélé.
Cantiques et bénédictions des guides religieux de Kelenjan et d'Abadougou ont marqué la cérémonie. Le Maoulid 2019 dans le district du Denguélé a scellé l'union entre les fils et filles de la région. Désormais, ils ont décidé de parler le même langage et de lutter contre la pauvreté. Ce district regorge d'énormes potentialités. Mais ces potentialités ne verront le jour, ne seront des réalités que lorsque nous comprendrons que le seul combat qu'il faut faire au niveau de ce district, c'est le combat de la lutte contre la pauvreté. Nous pouvons affirmer haut et fort qu'avec la fraternité retrouvée aujourd'hui, d'ici 2025, le district du Denguélé sera l'un des districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous unis derrière le ministre Gaoussou apporter notre contribution à l'immense effort qui est accompli dans notre district, c'est-à-dire le développement et principalement la lutte contre la pauvreté. Nos parents aspirent à un mieux-être, ce que nous allons nous atteler à faire. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à ce Maouloud dans les régions du Kabadou et du Folon. L'objectif des cadres, justement, est de faire des Kelenjan et des Dabadougou des lieux de pèlerinage pour les musulmans du monde entier. Et la communauté musulmane du Sud Comoé prie pour la paix et la cohésion sociale également en Côte d'Ivoire, une initiative de la Fondation Yacouba Ndiaye en collaboration avec l'amicale des imams du Sud Comoé. Commentaire, Mahama Traoré. Ils se sont donné rendez-vous au domicile de Feu Yacouba Ndiaye, fondateur de la grande mosquée de la ville historique de Grand Bassam. Fidèles musulmans et guides spirituels de la région du Sud Comoé ont effectué nombreux le déplacement pour des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale, telles qu'enseignées par le prophète de l'islam, Mohammed. Nous devrions d'abord planter l'arbre de la paix dans nos cœurs. Il faut que nous vidons notre cœur. Il faut que nous nous acceptions mutuellement. Il faut que nous regardions dans la direction et non regarder dans le rétroviseur pour l'arrière. Ce qui est passé, allons de l'avant. Présents à cette grande nuit de prière, les émissaires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la délégation conduite par la ministre Lira Mata Bakayoko n'a pas manqué de traduire sa gratitude à la communauté musulmane du Sud Comoé pour les efforts consentis en faveur de la réconciliation. Vous dire merci pour toutes les actions en faveur de la paix, en faveur de la cohésion. Nous sommes venus prendre des bénédictions. Je vous demande de renforcer vos prières pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix qui est en train d'être construite par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le développement puisse être pérennisé, puisse être consolidé. Nuit de prière, mais aussi de solidarité, les émissaires du Premier ministre ont offert plus de 4 millions de francs CFA aux imams pour les bénédictions prononcées en faveur de la paix. Ce sont au total 210 lecteurs du Saint-Coran qui ont été mobilisés à cette grande nuit pour intensifier les bénédictions. Après l'actualité nationale, faisons le tour de l'actualité dans le monde. L'actualité qui a marqué la semaine, c'est le 7 sur 7 avec Lydie Sadia et Alexis Ouedraogo. Le président Emmanuel Macron inaugure un monument à la mémoire des 549 morts pour la France en opération extérieure depuis la fin des guerres de décolonisation. Leurs noms sont désormais inscrits sur différents panneaux du mémorial situé dans le 15e arrondissement de Paris. Deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Anès s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie, malgré l'absence de quorum au Parlement. La sénatrice indique la nécessité de créer un climat de paix sociale dans le pays secoué par une grave crise politique depuis l'élection présidentielle de fin octobre. Evo Morales a lui dénoncé un coup d'État depuis le Mexique où il s'est réfugié. Rachid Ganouri, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives d'octobre en Tunisie, a été élu président du Parlement avec 123 voix sur 217. Grande figure de l'opposition islamiste, il a accédé à la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple après un accord avec le parti libéral Kaptoun de l'homme d'affaires Nabil Karoui.
Un jeune homme a été tué par balle après les dispersions d'une nouvelle manifestation des opposants au président Alpha Condé. La veille, un rapport d'Amnesty International dénonçait une multiplication des violations des droits humains en Guinée. Plus de 200 000 Tchèques ont investi le centre de Prague pour demander le départ du Premier ministre Andrej Babiš à la veille du 30e anniversaire de la révolution de velours qui marque le renversement du régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Le populiste Babiš, ancien communiste, est confronté à une enquête de la Commission européenne sur un conflit d'intérêts possible autour de son holding Agrofer. L'ancien ministre des Finances renonce à devenir le prochain Premier ministre du Liban, jugeant trop difficile de former un gouvernement harmonieux soutenu par toutes les forces politiques. Dans un communiqué, l'homme d'affaires dit espérer que le Premier ministre sortant soit à nouveau désigné pour occuper le poste de chef du gouvernement. Le coup d'envoi de la campagne électorale en Algérie a été donné ce dimanche par les autorités de transition. Les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique des pratiques électorales, malgré les manifestations populaires pour demander l'arrêt du processus électoral et le départ de l'ensemble de l'équipe en place. La campagne va durer jusqu'au 12 décembre, date de l'élection. Voilà, ainsi s'achève ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer toutes les éditions du week-end. Pratiquement un mois passé avec vous, c'était un plaisir. Maintenant, l'aventure continue tout doucement avec la Côte d'Ivoire en marche. Merci de votre fidélité et à bientôt.